Ouais, cette émission, elle est... Déjà, j'ai faim, donc forcément, ça va être... Voilà. J'y allais très souvent, notamment sur la région parisienne, en ce qui concerne, par exemple, la Danone Nation Cup. Ah, t'es allé voir, toi, les compètes et tout Exactement. Et du coup, pourquoi, enfin, dans quelle démarche tu y allais? Qu'est-ce que tu voulais voir? Qu'est-ce qui t'intéressait d'aller voir ça? Et moi, je voulais voir les footballeurs de demain. Par exemple, sur la Danone Nation Cup, le joueur qui m'a fait la plus grande impression, c'est Hannibal Mejbri. Ce soir, on va démarrer justement avec les tournois de jeunes, parce qu'on va vous proposer toute la semaine sur la chaîne Twitch d'RMC Sport le mondial de Montaigu, ça s'appelle comme ça. Il y a 3 tournois au total. Il y a un tournoi international masculin, un autre féminin que vous avez suivi ce soir avec l'équipe de France, et puis il y a un tournoi de club aussi. C'est un tournoi qui est réservé aux jeunes de moins de 16 ans. Et il y a d'ailleurs certains des plus grands joueurs européens qui sont passés par ce tournoi. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et même Cristiano Ronaldo. Et oui, Cristiano Ronaldo est venu en Vendée. Meilleur joueur du tournoi. Il n'est pas revenu depuis si. Non, je pense qu'il y a eu très peu d'occasion de revenir à là-bas. On salue la Vendée. Mais en tout cas, ça peut donner envie à certaines personnes de regarder justement ces tournois pour voir un petit peu les talents de demain. Alors, qui justement s'intéresse à ces tournois et à quoi ils servent? On va en parler tout de suite avec le chargé de communication du mondial de Montaigu, c'est Philippe Coulonnier. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le tournoi vient de démarrer, on a suivi... Ah bah, on a déjà perdu Philippe. Ah. Au revoir, Tu veux que j'imite Philippe? On peut le faire. Comment ça se passe justement l'organisation du tournoi Je pense que j'ai jamais autant porté poisse à quelqu'un. Bonjour, il est parti. Je savais que ce serait une galère. Ouais, cette émission, elle est... Déjà, j'ai faim, donc forcément, ça va être... Voilà. Philippe, on vous a retrouvé. C'est bon, là. Oui, désolé. Il n'y a pas de Vous problème. m'entendez? Oui, très bien. Je disais justement que le tournoi venait de débuter. On a vu l'équipe de France féminine qui a joué un petit peu plus tôt. Racontez-nous un petit peu l'engouement populaire justement qu'il y a autour de ce mondial de Montaigu. Le mondial de Montaigu, c'est déjà la 52e édition, donc vous voyez que ça fait quelques années que ça dure. C'est un tournoi international qui a été créé à l'origine par une personne qui était basée sur la région et qui avait des contacts avec pas mal de clubs internationaux, enfin européens principalement, et qui au fur et à mesure des années s'est transformé en un tournoi international où ont été approchés des nations qui ont répondu présentes et qui sont toujours là aujourd'hui. Justement, nous on parle beaucoup des joueurs aussi qui sont là, parce que je le disais, il y a des grands joueurs européens qui sont venus dans ce tournoi avant d'émerger. Est-ce qu'on a quelques stars à suivre là dans ce tournoi cette année-là? Est-ce qu'il y a déjà quelques pépites qui risquent d'être des stars mondiales dans le futur? Alors, c'est un peu difficile à dire à cet âge-là, parce que vous savez, par exemple, Kylian Mbappé est venu au tournoi il y a quelques années ça. À l'époque, il n'avait pas fait forcément le buzz, c'était simplement un joueur parmi les autres. Mais il s'avère que de nombreux joueurs sont devenus des stars internationales. Si on prend simplement le Real de Madrid, avec les Tchouaméni, Mbappé, Vinicius et Camavinga, on a déjà une bonne partie de l'équipe du Real de Madrid actuelle qui est passée par le tournoi de Montaigu. La classe quand même, d'avoir autant de grands joueurs comme ça qui sont passés dans votre tournoi. C'est difficile de convaincre les équipes de venir, ou pour eux c'est un rendez-vous incontournable d'envoyer leurs jeunes ici? C'est devenu un rendez-vous incontournable depuis le nombre d'années que ça dure, et surtout le sérieux du tournoi, avec une organisation bien rodée. On est plus de 400 bénévoles à tourner autour du tournoi, et on est surtout reconnu même internationalement, avec des gens qui viennent de nombreux pays pour suivre le tournoi. Nous, on se demande justement, ces tournois de jeunes, à qui ils profitent aussi. On a dit, c'est pour voir des jeunes talents émerger. Est-ce que du coup, généralement, le tournoi est pris d'assaut aussi par des recruteurs? Il y a beaucoup de monde qui vient justement pour essayer de repérer cette petite pépite dont on parle? Alors, à ce soir, on avait environ 150 accréditations de recruteurs qui avaient été, qui ont été attribuées. Voilà. Donc, bon, ça représente quand même pas mal de monde. C'est vrai que ça un peu partout d'Europe, et notamment
pour voir aussi des footballs un petit peu différents, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour eux de voir des Japonais, des Camerounais, des Ivoiriens et peut-être des futurs talents de demain. Et justement, comment ça s'est construit, ce succès autour de ce tournoi dans l'histoire? Est-ce que ça a vite explosé ou est-ce que c'est... Vous parliez du fait que ce soit très récent, mais comment on en est venu au fait que ce tournoi de Montaigu soit indispensable pour les équipes nationales et les clubs? C'est surtout, comme je disais, à cette catégorie d'âge, l'opportunité pour les nations de pouvoir se confronter à des footballs différents. On voit par exemple chez les filles, puisque le tournoi est masculin et également un tournoi féminin de nations, l'Angleterre par exemple cette année avait envie de venir pour pouvoir se mesurer au Japon, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion, et ils sont plutôt tournés vers des équipes comme la Norvège, la Suède, avec qui ils ont des confrontations assez fréquentes, et connaître d'autres footballs, ça leur permet d'avoir une approche un petit peu différente. Philippe, on nous pose une question dans le chat que je vais relayer parce qu'elle est intéressante. Est-ce que l'entrée elle est libre pour le tournoi s'il y en a qui sont pas loin et qui ont envie de venir voir les matchs justement? Bien sûr, l'entrée est gratuite, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être suivi par une cohorte de partenaires. On a environ 200 partenaires au niveau du tournoi, mais c'est un peu l'effet Vendée aussi, puisqu'on est une région où il y a beaucoup de solidarité et beaucoup de bénévolat aussi. Donc tous ces gens-là nous aident à faire fonctionner le tournoi. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Philippe d'avoir été avec nous. Bon courage pour la semaine parce que je crois que ça va être très chargé là du coup. Il y a de fortes chances que ce soit très chargé. Merci beaucoup Philippe. Merci. Bon courage à vous. Merci pour tout. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Au revoir. Merci. Très bien, Philippe. Très Alors, moi, intéressant. je reviens quand même sur le nombre de 150 recruteurs. Là, tu vois, si tu demandais à quoi ça sert, Moi, ça me fait toujours flipper avec j'essaie toujours d'avoir un peu de recul où tu te dis que les gamins, ils sont si jeunes et qu'ils ont une horde de recruteurs qui arrivent. Alors, je sais bien que c'est le jeu et qu'il n'y a pas forcément de problème avec ça, mais quand même, ça te confronte très vite à ce que va être le foot et ce que va être potentiellement ta carrière si tu as beaucoup de talent derrière. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le football de demain, c'est l'équivalent au tennis des petits as, à savoir que voilà, il y a ce qui se fait de mieux dans ces catégories-là, et forcément, il y a beaucoup d'intérêt. Flora vient d'évoquer les noms des différents joueurs qui sont passés par ce tournoi, ça te situe le niveau. Il en a cité quelques-uns, Kamavinga, Chouameni, Koundé, Saliba, Maignan, et ça je parle que des Français, mais à l'étranger il y a aussi Bellingham, Sterling ou encore Moussiala, donc c'est vraiment beaucoup de joueurs qui passent par là, et c'est pas forcément, on pose la question tu vois, dans le chat, quelle est la part de joueurs participants au tournoi qui passent pro par la suite. Je sais même pas s'il y a un pourcentage, mais c'est sûr que... Ah non, parce que ça dépend tellement des générations. Enfin, ouais. Même quand on voit les générations de l'équipe de France, on parle toujours parfois de certains creux et que ça. En fait, c'est pareil partout. Tu peux pas forcément miser à l'avance parce que ça va dépendre du choix du club, ça va dépendre de l'entourage, ça va dépendre du physique aussi. Et à cet âge-là, par exemple, ça c'est un gros critère incertain. Le physique des joueurs, des joueuses, est-ce que tu vas tenir sur la longueur derrière? Est-ce que tu vas pouvoir prendre en masse si tu as besoin? Est-ce que tu vas pouvoir enchaîner les matchs? Tu vas avoir du mal à juger à cet âge-là, mais... ça dépend de plein de choses au final, c'est pas forcément... Donc si tu vas donner un nombre moyen... Non, aujourd'hui c'est davantage un tournoi d'exposition. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, à savoir que tu te confrontes à différents footballs, parce que aujourd'hui, à l'échelle des pros, c'est un football qui est standardisé, parce qu'il y a des va-et-vient au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs. Par contre, là, c'est une porte d'entrée pour découvrir d'autres footballs. Et ça se voit particulièrement dans les tournois des jeunes, et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant, parce que pour la première fois, ces joueurs-là sont confrontés à d'autres footballs. Il y a différentes oppositions, et c'est dans ces catégories-là qu'on a vraiment des oppositions de style. Alors que plus tu avances, notamment dans le haut niveau, plus tu t'en rapproches, moins c'est le cas. Le but, c'est d'apprendre tactiquement, mais moi, j'aimerais aussi parler de l'aspect mental. Apo parlait justement du fait que ça peut être difficile pour les jeunes joueurs d'avoir...
voilà, ces recruteurs qui sont là. Alors déjà, pour la plupart, ils sont déjà en club. Hein. Il y a juste la sélection de Vendée où les joueurs doivent être parce que j'ai vu amateurs. passer, t'as raison de le dire, parce que j'ai vu passer une question, je crois, dans le chat. C'est des joueurs qui sont issus des centres de formation des clubs français. En fait. Ils sont déjà dans la formule. Joueurs, voilà, tout le monde. Donc ils ont déjà un cadre professionnel malgré tout. Donc déjà, ils ont subi cette pression-là avant d'être sélectionnés dans ces clubs-là. Alors là, on parle de grands clubs européens. Après, moi, je pense que voilà, c'est surtout cet aspect mental au-delà de la tactique, mais mental pour ces jeunes joueurs de tenir sur la durée, parce que tu parlais des joueurs qui ont participé. Moi, je pense à un Paul Pogba, à un Didier Deschamps à l'époque aussi, qui était là, qui était déjà capitaine de leur équipe, et on sait où ça les a menés. Et forcément, je pense que cet aspect-là, c'est là où tu fais aussi une grosse sélection pour l'après. Et par exemple, un Kylian Mbappé a été presque transparent sur ce tournoi-là et ça n'a pas joué sur sa carrière. Donc c'est vraiment très particulier. Ça les confronte aussi, alors pour ceux qui vont être amenés par la suite à être en sélection ou à être dans des grands clubs européens, c'est un premier cadre aussi dans une grande compétition internationale. Ouais, c'est une pression parce qu'effectivement, c'est plus à l'époque où tu sens que dans les différents championnats, on essaye de développer des championnats de jeunes un peu dans toutes les catégories d'âge. Mais ça crée une sorte de petit cocon. Et tu te disais, Elton, finalement, tu restes aussi toujours exposé au même football et aux mêmes joueurs et tu n'évolues pas trop. Là, tu as un tournoi, tu as un enjeu qui est certes modeste, mais quand même, tu te confrontes à autre chose et ça te donne une pression parce que c'est une coupe, en fait, ça se passe comme une coupe. Et ces compétitions-là, je pense que pour les jeunes, c'est le plus important. Parce que certes, dans des formats plus de championnats, tu vas pouvoir travailler le physique aussi, le foncier, l'enchaînement des matchs. Mais là, ça va être le côté pression extérieure, pression sur le terrain. Moi, j'aimerais bien entendre des joueurs aussi là-dessus, mais je pense que ça leur sert beaucoup par la suite d'avoir eu même, on parlait de Mbappé transparent, tu vois, peut-être que dans un coin de sa tête, à un moment, il y a repensé en fait. Tu sais quoi, puisque tu nous dis ça, on a la chance d'avoir... Je pense qu'il aurait préféré remporter le tournoi de Montaigu plutôt que la Ligue des Champions. J'en suis persuadée. Jamais tu me coupes comme ça, mais c'est incroyable ça. Non, c'était plus intéressant ce qu'il dit. Mais pas du tout. C'est ce que j'allais dire. T'allais accueillir Kylian Mbappé, on l'a. Oui, il est là. Non. J'allais vous proposer d'écouter Maxime Gonalon, qui a eu le plaisir, qui a eu la gentillesse plutôt, et nous on a le plaisir de nous avoir laissé un petit message justement pour parler de ce tournoi de Montaigu, parce que lui il y a participé et il nous livre justement, pour répondre à ce que tu dis, son expérience de ce tournoi. Salut tout le monde, c'est Max Gonalon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du tournoi de Montaigu. Un tournoi qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de joueurs qui ont eu la chance de le faire. C'est un tournoi qui est prestigieux, que ce soit avec les clubs ou avec les sélections nationales. Donc c'est un tournoi qui a marqué notre formation, notamment à l'âge de 15-16 ans, et d'affronter les meilleures équipes françaises. C'était un vrai bonheur et c'est un tournoi qui nous a marqué tout simplement, où on a pris beaucoup de plaisir. On a l'occasion, quand on reparle et quand on revoit les anciens, de parler de ce tournoi, parce que c'est vraiment un tournoi alléchant, passionnant, prestigieux et qui vous marque. Donc ça a été un moment inoubliable. On sait aussi qu'on est regardé, les recruteurs sont au bord des terrains. Il faut se dire aussi que c'est pas forcément un gage de réussite, parce que des joueurs à cet âge-là étaient très performants et par la suite n'ont pas forcément eu la carrière espérée. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à jouer ce tournoi-là, et je vous souhaite d'en prendre aussi. Je vous souhaite plein de réussite. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Grand merci à Maxime Gonalon, mais tu vois, Dumont, qui nous a aidé à voir Maxime Gonalon. Et il dit des choses très intéressantes. Il parle de ce qui est pour moi un âge charnière déjà dans la vie, mais notamment dans la vie d'un jeune joueur à 15-16 ans. C'est là que tu te formes déjà tes premières émotions. Il le dit, on en reparle après entre nous. Ça les a marqués. Ça les a quand même marqués. C'est les premiers moments un peu... de joie ou parfois de frustration, mais il y a, je pense, mais de vie de groupe déjà. Et je pense, je suis pas dans leur tête, mais je pense que pour certains c'est un peu les derniers moments d'insouciance sur un terrain avant d'être vraiment dans le moule des pros et d'avoir toute cette pression des contrats, du recrutement, de la suite de ta carrière, du physique. Donc c'est quand même un truc sympa. Et puis
ça permet, je pense, pour eux de se jauger un peu une dernière fois avant de se jeter dans le grand bain. Et comme tu le disais, de s'exposer face à des adversaires parfois de leur niveau, quoi. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est leur première grande émotion internationale. Ouais. Comme ça, avant d'en vivre d'autres, parce que Maxime Gonalon en a vécu plein d'autres, et on a parlé des immenses joueurs qui ont participé. Mais je pense que, notamment, un Cristiano Ronaldo avait remporté le tournoi, a encore dans son musée le trophée du tournoi de Montaigu. Lui, il garde tous les trophées, donc c'est pas impossible, tu vois. Ouais, mais il aurait, vu combien il en a, il aurait pu en mettre de côté. Mais c'est la première grande émotion pour n'importe quel joueur qui participe à ce tournoi, et c'est assez incroyable. Et pour les spectateurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être allé... Franchement, j'ai plus envie de me tourner vers toi. Je sens que toi, tu es du style à aller prendre un petit billet de train pour aller à Montaigu, là. J'aurais pu, mais à l'époque c'était un peu plus compliqué parce que la Vendée. À l'époque, excusez-moi, j'ai 72 ans. Ouais, on s'en rapproche. Et oui, mais sincèrement, pour revenir sur les tournois de jeunes, évidemment que j'y allais très souvent, notamment sur la région parisienne, en ce qui concerne par exemple la Danone Nation Cup. Tu allais voir toi les compètes et tout. Exactement. Mais du coup, pourquoi, dans quelle démarche tu y allais? Qu'est-ce que tu voulais voir? Qu'est-ce qui t'intéressait d'aller voir ça? Et moi, je voulais voir les footballeurs de demain, ceux qui allaient être professionnels. Et on en a vu passer, par exemple, sur la Danone Nation Cup. Le joueur qui m'a fait la plus grande impression, c'est Hannibal Mejbri. Qui derrière est allé à Manchester United, il avait crevé l'écran. Ouais. Et c'était en 2015, il avait 10 ans. C'était un joueur, moi je me disais, il va aller très loin. Bon, il a fait Monaco, il a fait Manchester United. Là, il est à Burnley, si je dis pas de bêtises. Après, derrière, évidemment, on a continué, on a regardé notamment les épreuves de Gambardella. On a découvert des joueurs. Par exemple, pour l'anecdote, j'étais parti voir un Bobigny-Rennes en 2022. J'étais là pour voir Matistel. Et à un moment donné, il y a un joueur, je fais, mais... Et puis en avance physiquement sur son âge. Et en plus, il est technique. Et c'était Désiré Doué. Tu es en train de nous dire que tu as vu émerger Désiré Doué avant tout le monde. Il avait vu avant tout le monde le potentiel. Je pense que les 150 recruteurs qui étaient déjà présents l'avaient déjà vu. Et moi, sincèrement, c'est la première image de Désiré Doué à Bobigny. Ils avaient une génération d'ailleurs de dingue. Il y avait d'ailleurs Bédosian qui est parti à Leverkusen. C'était une sacrée équipe. Et moi, j'étais là pour voir Matistel qui, en plus, il te met un but de dingue. Mais Désiré Doué m'avait fait une plus grande impression. Ok, tu l'avais repéré à ce moment-là, donc pourquoi vous êtes déjà... Après, sincèrement, en 2022, jamais de la vie, je le pense. Oui, tu peux pas savoir à ce moment-là. Je le vois pas aller au PSG, parce qu'à l'époque, c'était l'un des plus jeunes. D'ailleurs, sur la feuille de match, il avait, je crois, 16 ans. Et jamais de la vie, je le vois arriver au PSG 3 ans plus tard. C'est aussi un choix de Luis Enrique, donc... Aussi. Il y a l'œil, on va dire. Mais et du PSG, il avait peut-être des recruteurs le même jour que toi en 2022 à Bobigny et il s'est dit tiens. Non, mais tu vois, pour des spectateurs, on avait la question dans le chat tout à l'heure, mais c'est aussi du foot accessible facilement et gratuitement. Mais je trouve que c'est important qu'il reste des rendez-vous comme ça et puis un peu de façon locale. Alors là, c'est en Vendée. Tu parlais de matchs du côté de Bobigny, etc. Mais il y en a un petit peu partout, des tournois de jeunes ou des compétitions de jeunes. Ça permet quand même d'ouvrir à un plus large public. Un fan de foot aujourd'hui, il peut pas toujours se permettre de mettre 30, 40, 50 euros dans une place tous les 15 jours, quoi. Donc ça permet d'y aller gratuitement. On va pas se mentir, aujourd'hui, à l'échelle des clubs, parce que c'est la course à l'armement, aujourd'hui, le marché des jeunes joueurs est le marché le plus important du football. Bien sûr. C'est presque flippant d'ailleurs, à quel point c'est oui, parce que moi j'ai vu le phénomène arriver, ça avait commencé d'ailleurs en 2015, Upamecano, je me souviens, parce que je regardais beaucoup de tournois de jeunes, Upamecano, il est à Valenciennes, il est extraordinaire sur l'Euro U17, dans la foulée il signe à Salzbourg. Donc là, ça s'est accéléré. Et pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est Lamine Yamal. Il faut savoir qu'à l'été 2023, il joue une demi-finale d'Euro U17 face à l'équipe de France. Un an plus tard, il joue une demi-finale d'Euro face à l'équipe de France. Et dans les deux cas, il est buteur. Et d'ailleurs, c'est des joueurs qui rebattent un peu les cartes. Alors, pas toujours dans le bon sens du terme, mais quand tu vois émerger un Lamine Yamal qui, aujourd'hui, à 17 ans, est l'un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur pour certains. Pour toi, surtout. Toi. Pas loin. Je réfléchis, mais il y en a un petit peu avant encore. Non, mais derrière, ça veut dire que les clubs se disent c'est possible. Même si là, pour moi, c'est un ovni. Oui. Et les clubs ont tort là-dessus. Mais ils se disent quand même dans leur esprit, c'est possible. Tu vois, le Barça sort des jeunes. Enfin, je dirais, il y avait quasiment la colonne vertébrale du Barça il y a quelques semaines encore. C'était des gamins de 17 ans. Donc, ils se disent ça. Et derrière, ça veut dire que dans les catégories de jeunes, on va être encore plus exigeant. On va faire encore plus de travail de recrutement. On va mettre aussi potentiellement encore plus la pression sur des gamins de
12 ans, 11 ans, 10 ans. Et là, où est la limite? Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète un petit peu dans ce genre de démarche. Mais aujourd'hui, c'est le phénomène qui est beaucoup plus avancé. Les jeunes qui vont participer au tournoi de Montaigu sont quasiment aux portes de l'équipe première en professionnel. Et ça, c'est un phénomène... Ça, je pense que c'est différent d'ailleurs par rapport aux années précédentes. Il y a 10-15 ans, c'était pas nécessairement le cas. Parce qu'un Cristiano Ronaldo qui est un phénomène au tournoi de Montaigu, il n'avait pas une attention aussi énorme. Ouais, ils émergeaient un petit peu plus tard, effectivement. En tout cas, le tournoi de Montaigu, le mondial de Montaigu, même c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui, est à suivre toute la semaine sur les antennes Twitch d'RMC Sport. Il y aura des matchs quasiment tous les jours et la finale d'ailleurs lundi prochain, juste avant l'émission aussi. Voilà, ce qui fait qu'on prendra un petit peu plus tard, mais en espérant voir une équipe de France au moins féminine, ou peut-être les deux d'ailleurs, en finale, et remporter ce mondial. Les paris, Johan ? Bien sûr. Ah oui. T'as pas de tablette ? Si, elle est là. Ah d'accord, ok. Point d'exclamation Winamax dans le chat pour avoir les offres de notre partenaire. Sur quoi on va parier, Johan ? Voilà, c'est dur. On a parlé de Désiré Doué. Un tout petit match. On va parler de ce duel entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Quart de finale retour sera à suivre demain à 21h sur RMC en intégralité. Avec Janog ? Avec Janog. Sur le site RMC Sport, notre live commenté. Si vous voyez trop de push, d'alerte sur votre téléphone RMC Sport, c'est notre équipe. Elle est responsable. Voilà, c'est la responsable. Plaignez-vous. Vous aimez ça quand même. Alors quel code tu vas nous trouver ? Parce que là, elle a combien la cote de Villa, tiens ? Elle est à 3,30. Pas plus ? Bah non. Ok. Ouais, franchement, moi je suis très étonnée des cotes. Bah ouais. Ouais, mais le PSG peut se permettre un petit peu de gérer. Alors le PSG est favori de 0,5. On a vu quand même la supériorité parisienne au match aller. Après, c'est vrai que ce match nul à 3,80, je me dis que ça peut se tenter comme ça. Ça sent le nul. Moi, c'est dur de jouer à Villa Park. Enfin, moi je regarde clairement. On en parlait tous comme ça, mais effectivement, heureusement qu'il y a ce troisième but parisien pour eux. Ouais. Pour respirer un petit peu plus. Ouais. Je vous donne les codes des buteurs parce que c'est peut-être là où on peut aller. Le but d'Ousmane Dembélé, je l'ai sélectionné, il est à 2,55. Et évidemment, le but de Désiré Doué à 4,25. 4,25 ? Eh oui. T'as envie d'y aller ? Ça se tente, évidemment. Quand même. Après, attention, parce qu'il pourrait être remplaçant demain. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Il y a un duel avec Barcola pour la 3e place de titulaire demain. Ouais, c'est ça, exactement. Même si je pense que Barcola est passé un petit peu derrière. Mais voilà, les codes des buteurs sont belles. Et moi, j'irais sur ça. Le but de Dembélé à 2,55 ou le but de Désiré Doué à 4,25. Merci beaucoup, Johan. La réponse, évidemment, demain. C'est ça que tu dis ? Oui, demain 21h. Demain 21h.